Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de la série Présentation des régions du monde. Comme son titre l'indique, on va présenter une à une chaque région du monde. Ce premier épisode portera sur l'Europe de l'Ouest. Bon, alors déjà, quels pays font partie de l'Europe de l'Ouest ? Tout dépend de si on considère l'Europe de l'Ouest au sens culturel, c'est-à-dire les pays les plus marqués par la culture occidentale, qui sont de religion catholique ou protestante, de langue latine ou germanique, ou bien si l'on la considère au sens climatique, c'est-à-dire là où le climat est océanique, c'est-à-dire qu'il a des précipitations plutôt équiréparties dans l'année et de faibles différences de température entre l'été et l'hiver. Mais dans ce cas-là, ça pose le problème de définir où est la limite entre le climat océanique et le climat continental. Cette limite n'est pas nette, il s'agit d'un continuum, où on peut la considérer au sens économique, les pays d'Europe de l'Ouest étant plus développés que ceux du monde slave. Pendant la guerre froide existait une délimitation claire, nette et précise entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est qu'on appelait le rideau de fer. Mais cette limite est-elle encore pertinente aujourd'hui ? Eh bien, je pense que non, parce que la Grèce, qui était dans le bloc capitaliste, n'en est pas moins un pays à majorité orthodoxe et partage davantage de points communs avec la Bulgarie ou la Serbie qu'avec la France ou la Belgique. Pour synthétiser tout ça, je vais inclure dans l'Europe de l'Ouest la France, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, les Pays-Bas, ainsi que l'Autriche, qui est un pays de culture occidentale, de langue germanique et capitaliste pendant la guerre froide. En fait, je supprime tout simplement la notion d'Europe centrale, considérant une frontière nette entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, qui correspond à la fois à un mélange entre les frontières linguistiques et l'ancien rideau de fer. J'y ajoute également l'Espagne, l'Italie et le Portugal, qui font à la fois partie de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe du Sud. L'Europe de l'Ouest est marquée par un climat océanique, c'est-à-dire une faible différence de température entre l'été et l'hiver, et des précipitations équiréparties sur l'année. Plus on s'approche de l'Atlantique, plus la différence de température entre l'été et l'hiver est faible. Mais le climat reste tempéré, on n'est ni en zone tropicale ni près d'un pôle. Le milieu naturel de ce climat est la forêt tempérée, qui contient surtout des chênes, des hêtres, des châtaigniers, des saules, des bouleaux, des noisetiers, etc. On reconnaît là des feuillus adaptés à une certaine médiocrité de l'insolation, raison pour laquelle ils perdent leurs feuilles l'hiver. Mais il existe aussi des conifères tels que l'épicéa, le sapin, le pin, l'if ou le genévrier. À l'échelle de l'Europe de l'Ouest, ils sont minoritaires, mais dans certaines régions, les conifères ont pu être plantés par l'homme, comme dans les Landes, ou bien poussés naturellement dans certaines zones montagneuses. Certaines régions de l'Europe de l'Ouest sont montagneuses. La principale chaîne de montagnes, c'est les Alpes. Mais il existe également des moyennes montagnes, à savoir les Pyrénées, le Massif central, les Vosges, le Jura, la Forêt noire et le Massif de Bohême, les Highlands, la Sierra Nevada, la Cordillère cantabrique, la Serrada Estrella, les Apennins. Le relief rafraîchit le climat. Les montagnes ont bien souvent de la neige l'hiver quand ce n'est pas le cas des plaines. En Europe de l'Ouest, contrairement à d'autres régions comme les Andes au temps des Incas, mais aussi certaines parties de l'Afrique de l'Est comme on le verra dans la vidéo consacrée, en Europe de l'Ouest, les montagnes sont significativement moins peuplées et plus pauvres que les plaines, bien que ce soit au lieu des sports d'hiver. L'Europe de l'Ouest a été la première région à faire sa transition démographique. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais la transition démographique, c'est la baisse successive de la mortalité et de la natalité. Elle est, dans cette région, finie depuis environ 100 ans. L'espérance de vie est donc à peu près stable autour de 80 ans, ce qui est assez élevé, et la fécondité est proche de 2 enfants par femme en France et en Irlande, et encore plus basse dans les autres pays. Ainsi, la France et l'Irlande ont une population relativement stable, mais leurs voisins n'assurent plus le renouvellement des générations. Pour éviter la chute de la population, certains pays, c'est notamment le cas de l'Allemagne, ont des politiques publiques très favorables à l'immigration. C'est pour ça notamment que l'Allemagne est le pays qui attire le plus d'immigrants d'Europe, suivi en deuxième position de l'Espagne, puis du Royaume-Uni et de l'Italie, la France venant en 5e position. Les pays d'Europe de l'Ouest ont des taux d'urbanisation élevés. En d'autres termes, ça veut dire que la grande majorité des gens habitent en ville, que les campagnes sont plutôt désertées et peu denses.
Cette affirmation doit être nuancée car les campagnes allemandes, belges ou hollandaises sont plus densément peuplées que les campagnes françaises, britanniques ou irlandaises, qui sont elles-mêmes plus denses que les campagnes espagnoles. De plus, il y a des grandes villes, mais qui ne sont généralement pas énormes. Il y a seulement 12 villes qui ont plus d'1 million d'habitants, à savoir Paris, Londres, Berlin, Cologne, Hambourg, Francfort, Munich, Madrid, Barcelone, Milan, Rome et Vienne. À part ces villes-là, c'est surtout des villes de quelques centaines de milliers d'habitants qui concentrent l'essentiel de la population. Ces villes ont une importance toute relative. Elles concentrent, à l'échelle régionale, beaucoup de populations et de services rares. Pourtant, à l'échelle mondiale, elles sont très loin de boxer dans la même catégorie que New York ou Shanghai. Les grandes villes sont certes plutôt bien réparties, mais il existe un axe que les géographes appellent la mégalopole européenne, qui relie beaucoup d'entre elles. Il s'agit de la zone où il y a à la fois les plus fortes densités de population et les plus fortes concentrations de pouvoir économique d'Europe. Cet axe relie Londres, les Pays-Bas, la Ruhr, Francfort, la Suisse et le nord de l'Italie. Englobe Rotterdam, ville qui abrite le premier port de commerce du continent européen, mais aussi 2 des 5 plus grandes villes d'Allemagne, qui est elle-même la première économie d'Europe et dont Francfort est généralement considérée comme la capitale économique. Et certains géographes ajoutent dans la mégalopole européenne la ville de Paris, qui, bien que située hors de l'axe, reste quand même la deuxième ville la plus puissante économiquement d'Europe après Londres. Et cet axe enfin se termine par la ville de Milan qui est la capitale économique de l'Italie. C'est donc la figure de proue de l'Europe. Par ordre d'importance, la deuxième région concernant des populations et des pouvoirs économiques est l'arc atlantique. Cet axe, comme son nom l'indique, se trouve le long de l'océan Atlantique. Il a beau être plus hétérogène que la mégalopole européenne, connaître moins d'échanges internes, moins de relations entre ces différentes villes qui sont elles-mêmes moins importantes, il n'en est pas moins dynamique économiquement. Ces régions, qui étaient autrefois des hauts lieux de l'exode rural, sont aujourd'hui de plus en plus attractives. Les pays d'Europe de l'Ouest appartiennent tous à la catégorie des pays développés. Cette région du monde est la première à avoir connu l'industrialisation, dès le début du XIXe siècle. Aujourd'hui, ces pays ont des PIB et des IDH élevés, ce qui signifie qu'il s'agit de pays riches. Ça ne veut pas dire que tout le monde est riche en Europe de l'Ouest, mais que les gens qui y vivent sont en moyenne plus riches que dans d'autres régions du monde. Ces pays ont également des systèmes de redistribution des richesses, où l'on prélève aux riches par l'impôt pour donner des allocations aux pauvres. Plus cette redistribution est importante, plus les inégalités sociales seront faibles. En Europe de l'Ouest, elle est bien plus importante que dans la plupart des autres régions du monde. C'est dans les pays d'Europe du Nord qu'il y a le plus de redistribution des richesses, raison pour laquelle ce sont les pays les plus égalitaires du monde. En Europe de l'Ouest, ces systèmes existent également, ils sont moins marqués qu'en Scandinavie, mais bien plus qu'aux États-Unis et dans les pays émergents. Toutefois, au sein de l'Europe de l'Ouest, il y a de fortes disparités. Si la France se classe parmi les pays les plus redistributifs, on ne peut pas en dire autant du Royaume-Uni, qui est idéologiquement plus libéral, ou d'autres pays comme la Belgique ou l'Allemagne qui sont des cas intermédiaires. L'Europe de l'Ouest est héritière culturellement du monde gréco-romain antique. À l'Antiquité, Rome étendit son empire sur une part non négligeable de la région, y imposant sa langue et sa culture, raison pour laquelle on parle des langues latines jusqu'à Lisbonne et Bruxelles, qui sont quand même relativement éloignées de Rome. La culture gréco-romaine, redécouverte au XVe et XVIe siècle, a par la suite évolué pour devenir la culture occidentale qu'on connaît aujourd'hui. Du XVIe au XXe siècle, plusieurs pays d'Europe de l'Ouest ont colonisé les autres continents, asseyant leur domination sur ceux-ci. Ils imposèrent leur langue, leur culture ainsi que la religion chrétienne. Les colonies ont par la suite pris leurs indépendances mais ne sont pas restées sans lien avec leurs anciens colons dont ils dépendent de la culture. Il existe même des relents de la domination politique et économique avec certaines anciennes colonies, notamment en Afrique où les ingérences françaises et britanniques sont nombreuses. La religion qui fut longtemps prédominante en Europe de l'Ouest, c'est le christianisme. Aujourd'hui, avec les progrès scientifiques et techniques, mais aussi une certaine modernisation des mentalités, cette religion connaît un certain déclin dans quelques pays,
notamment en Belgique ainsi qu'en France, où les statistiques religieuses sont interdites, mais des sondages révèlent que 22% des mariés se marient à l'église, soit 2 fois moins qu'il y a seulement 20 ans et 4 fois moins qu'en 1955. 17% des enfants vont aux catéchèses en 2016, contre 42% en 1993, et il y a eu 45 000 confirmations en 2017, soit 2 fois moins qu'en 1990. Mais le christianisme conserve une importance culturelle, et cette baisse de la religiosité n'est pas observable partout. Au Portugal et en Irlande notamment, la religion conserve une place relativement importante dans la vie des gens. Autrefois, tous les pays d'Europe de l'Ouest étaient des monarchies, d'abord féodales puis absolues. 2 révolutions ont bouleversé ça, la première en Angleterre en 1642, la seconde en France en 1789. Les héritages de ces révolutions se voient encore aujourd'hui dans les conceptions de la politique. L'Europe de l'Ouest a en effet un fort attachement à la démocratie, à mettre en place un système politique fondé sur le débat parlementaire. C'est pour ça que la France mise à part, tous les pays d'Europe de l'Ouest ont ce qu'on appelle un régime parlementaire, c'est-à-dire un régime politique où le chef d'État, qu'il soit roi comme au Royaume-Uni ou en Belgique, ou président comme en Italie ou au Portugal, a un rôle principalement symbolique. Tandis que le chef du gouvernement, le leader de la majorité parlementaire, et détient le pouvoir exécutif. Les ministres sont responsables devant le Parlement qui constitue le vrai pouvoir. Seule la France a un régime politique différent de ses voisins, le président ayant de nombreux pouvoirs, bien plus que le Parlement. Les villes d'Europe de l'Ouest sont généralement de vieilles villes, apparues au Moyen Âge, contrairement à d'autres régions du monde comme l'Amérique du Nord ou l'Australie, où les Blancs ont construit leurs villes après avoir viré les tribus locales. En Europe de l'Ouest, donc, le centre-ville est une zone bâtie depuis des siècles. Il subsiste donc des centres historiques, c'est-à-dire des quartiers qui ont conservé une architecture médiévale, voire antique dans certains cas. Les rues sont pavées, les maisons sont construites en pierre ou en bois. Dans ces quartiers se trouve bien souvent un château où vivaient les seigneurs de la ville ainsi qu'une cathédrale. Et dans les villes situées en Belgique ou dans le nord de la France, un beffroi. Il existe bien sûr des exceptions, notamment les villes dites reconstruites. Il s'agit des quelques villes qui s'affichent à l'écran. Elles ont été entièrement détruites par l'armée américaine dans les mois qui précèdent le débarquement de Normandie, et ce parce que la Wehrmacht s'était approprié les ports. Les villes ont été reconstruites avec l'argent du plan Marshall, et donc dans l'architecture du XXe siècle. Elles n'ont donc aucun bâtiment plus ancien que la Seconde Guerre mondiale. Autour des centres historiques se trouvent d'anciens faubourgs ouvriers. Ces quartiers ont été construits au XIXe siècle, quand l'Europe de l'Ouest s'est industrialisée pour loger les ouvriers des usines. Ce sont généralement des maisons mitoyennes, construites très vite, qui sont assez petites mais ont très souvent 1 voire 2 étages afin de gagner de la place. Après la Seconde Guerre mondiale, eut lieu une crise du logement imputable au bombardement mais aussi à l'immigration et l'exode rural qui étaient alors plus forts qu'aujourd'hui. Les villes manquèrent cruellement de logements. C'est pourquoi on a construit ce qu'on a appelé les grands ensembles, c'est-à-dire de grands ensembles d'immeubles formant des cités. En une quinzaine d'années, 195 zones de construction de grands ensembles apparaissent rien qu'en France. Dans cette course à la fabrication de masse de logements, les États identifient les priorités. Implanter des écoles, des infrastructures de transport et quelques équipements médicaux de base, mais aussi des commerces. Ces derniers, quand ils existent, sont isolés dans les banlieues en formation ou à proximité des lotissements pavillonnaires de l'entre-deux-guerres. Contrairement au centre historique, dont l'architecture fait partie de l'identité de la ville ou de la région, une cité de cette époque à Rotterdam ressemble trait pour trait à un quartier similaire à Toulouse ou à Dublin. À la même époque, les villes s'étaient aménagées pour ne pas contraindre les voitures, pour que les automobilistes, aussi nombreux puissent-ils être, ne connaissent pas les bouchons. C'est à cette époque que la voiture s'est démocratisée. Elle était alors perçue comme un idéal de liberté et de modernité. Le problème que ça pose, c'est que la voiture pollue, rejette des gaz à effet de serre, et on s'est aussi rendu compte qu'aménager les villes pour la voiture pouvait rendre certaines zones moins attractives,
On a notamment moins envie de se promener dans une ville où on entend en permanence le bruit de la circulation. Et cela a des impacts négatifs à la fois sur le bonheur de la population d'une ville, mais aussi sur l'économie de la ville, et notamment le secteur des loisirs. Et donc, on a complètement changé de paradigme. Aujourd'hui, les villes sont de plus en plus pensées pour l'écologie, ce qui inclut les mobilités douces et les transports en commun, à la différence des États-Unis où les villes sont encore pensées pour la voiture aujourd'hui. C'est dans ce contexte que Bruxelles connaît, depuis les années 90, une politique visant à promouvoir les mobilités alternatives. Dès 1993, les documents d'aménagement du territoire locaux comportent un programme ambitieux de développement des transports collectifs, incluant la création de nouvelles lignes de tramway et de métro, d'un RER inspiré de celui de Paris, et des mesures de restriction de la circulation automobile. En 2010, ces documents affichent carrément un objectif de réduction de 20% des déplacements en voiture pour 2018. Les actions relevaient de deux volets principaux. D'une part, des mesures pour encourager la mobilité alternative en créant de nouvelles zones piétonnes, de nouvelles lignes de tramway et de bus, plus de pistes cyclables, ainsi que la modernisation et l'extension du réseau de métro, et d'autre part, des mesures pour rationaliser la circulation automobile. Par exemple, en abaissant les limitations de vitesse, en supprimant des parkings ou en les rendant payants. Même chose à Paris où, sous la présidence Pompidou, l'objectif clair et affiché d'adapter Paris à la voiture est aujourd'hui très remis en question. Au bord de la Seine, des voies sur berge qui servaient à rejoindre le centre-ville en voiture sans perdre de temps ont été interdites aux voitures et transformées en pistes cyclables et en rues piétonnes en 2012-2013. Toujours pour l'écologie, on essaye aussi de lutter contre l'étalement urbain, c'est-à-dire l'extension des villes en grignotant des espaces naturels. Pour cela, ce qu'il faut faire, c'est densifier les zones déjà construites. Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans ma vidéo sur la périurbanisation, bien plus complexe sur le sujet, et que je vous invite à aller voir juste après celle-ci, mais on artificialise de plus en plus d'espaces, de plus en plus loin des centres-villes, et les conséquences écologiques sont bien établies. Fragmentation de l'habitat des animaux sauvages, baisse de la recharge des nappes phréatiques, etc. Or, rien qu'en France, l'équivalent d'un département est artificialisé tous les 10 ans. Pour réduire ces processus, il faut densifier les villes, par exemple en construisant sur les friches industrielles ou en construisant des logements dans les interstices entre deux quartiers. Le truc, c'est que certains pays ont été industrialisés très tôt. C'est le cas de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne ou de la Belgique. Ces pays-là ont donc pas mal de friches industrielles dans leurs villes, mais elles sont difficiles à réutiliser parce qu'elles ont été polluées avant même qu'on prenne conscience des problèmes écologiques. Donc, il faut dépolluer une friche avant de mettre autre chose, ce qui coûte généralement plus cher que d'artificialiser des campagnes. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, à mettre un pouce bleu et un commentaire, et à la partager sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont carrément envie de soutenir financièrement mon travail, le lien est dans la description.